En France, il y a environ 36 000 communes. Certaines ont brûlé, certaines ont été bombardées, certaines ont simplement été abandonnées quand les habitants sont partis chercher du travail en ville. Mais il y en a une seule, dont les habitants ont regardé leur village disparaître sous l'eau en sachant exactement ce qui allait se passer, en connaissant la date, en ayant le temps de vider leur maison, de décrocher les cadres des murs, de sortir les meubles, pièce par pièce, et de s'en aller sans se retourner. Leur village est aujourd'hui sous 40 mètres d'eau dans un lac de barrage en Savoie. Quand la sécheresse est assez sévère, les ruines réapparaissent. Voici l'histoire de Tignes l'Ancien, ce qu'elle était, pourquoi elle a été noyée et ce que les familles ont dit ce dernier jour de mai 1952 en regardant l'eau monter sur les maisons où elles étaient nées. L'ancienne Tignes se trouvait en Savoie, dans la haute vallée de l'Isère, le Val d'Isère en amont, le fond de la Tarentaise en aval, à 1555 mètres d'altitude, dans un méandre de l'Isère que les montagnes cernaient de toutes parts, avec des parois de 2000 mètres que le soleil d'hiver atteignait à peine pendant les 3 mois les plus froids. C'était un village de haute montagne ordinaire et beau. Des maisons en bois et pierre construites sur les rives de l'Isère depuis le Moyen-Âge, un clocher d'église visible depuis les alpages, des terrasses en culture fourragère montant jusqu'à 1800 mètres, des granges d'estives disséminées sur les pentes et une fontaine centrale qui coulait sans interruption depuis des siècles, alimentée par les glaciers du dôme de la Sache au-dessus. Pour accéder à l'ancienne Tignes, on prenait la route de la vallée depuis Bourg-Saint-Maurice, une route sinueuse le long de l'Isère, parfois coupée en hiver par les avalanches, toujours ouverte au printemps quand les premiers troupeaux remontaient vers les estives. Elle n'est plus accessible, elle est sous l'eau. Avant 1952, Tignes était un village de 120 familles, soit environ 700 âmes en comptant les hameaux dépendants. Ce n'était pas une commune riche, mais c'était une commune solide. Des familles installées depuis le XVe siècle, des maisons transmises de père en fils depuis 7 ou 8 générations, une économie d'élevage et de fromage qui permettait de vivre correctement si l'on acceptait les hivers longs et les printemps tardifs. Il y avait une église construite au XIIe siècle, rénovée au XVIIIe, avec un clocher de granit qui servait de repère aux alpinistes depuis 2 siècles. Il y avait une école primaire laïque, ouverte depuis 1883, une mairie construite en 1894, avec la dotation du centenaire de la République, un café-épicerie, une forge familiale qui avait ferré les mules du Val depuis 1712, une fromagerie coopérative fondée en 1907 et une laiterie d'été produisant un fromage d'alpage vendu jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Au pic de l'activité estivale, les alpages au-dessus du village abritaient 600 vaches laitières, 1200 brebis et 80 chevaux. Les troupeaux montaient en juin, redescendaient en octobre. Les bergers vivaient dans les granges d'estive pendant 4 mois. La fromagerie tournait nuit et jour en juillet et août. Le matin des jours de marché, les femmes descendaient depuis les hameaux avec leur fromage sur le dos. L'odeur du lait frais et du foin coupé emplissait la rue principale. Les hommes déchargeaient les charrettes de foin avant la première gelée. Les enfants couraient entre les troupeaux qui remontaient à l'alpage au son des sonnailles. C'était une vie dure, régulée par l'altitude et les saisons, et c'était une vie complète depuis 700 ans. Firmin Vallée était le maire de Tignes depuis 1935. Il avait 53 ans en 1946, quand un ingénieur de l'EDF est venu lui présenter pour la première fois les plans du barrage. La décision n'avait rien d'improvisé. La France de l'après-guerre avait besoin d'électricité. L'industrie de reconstruction nationale exigeait une puissance que les centrales thermiques et les barrages d'existants ne suffisaient plus à fournir. L'État avait identifié la haute vallée de l'Isère comme un site exceptionnel pour un grand ouvrage hydroélectrique, un barrage voûte de 165 mètres de hauteur, l'un des plus grands d'Europe à l'époque, capable de créer un réservoir de 235 millions de mètres cubes. L'emplacement était parfait d'un point de vue géologique, les versants granitiques de la gorge d'Isère permettaient d'ancrer un barrage voûte sur des fondations solides. La quantité d'eau disponible, les glaciers du massif de la Vanoise et du Grand Paradis en alimentant annuellement les torrents, garantissaient une production régulière. Le seul problème était qu'il y avait un village au fond de la vallée, et que l'eau du réservoir allait le couvrir jusqu'au toit du clocher. Firmin Vallée a refusé. Il a écrit au préfet, au ministre, au Parlement. Il a organisé une pétition signée par les 120 chefs de famille de Tignes.
Il a fait le voyage à Paris 2 fois pour rencontrer des élus nationaux. Il a obtenu audience au ministère de la Reconstruction. Il a obtenu des promesses de relogement. Il a obtenu des indemnités d'expropriation. Il n'a pas obtenu l'arrêt du chantier. Les travaux ont commencé en 1946. La gorge de l'Isère a commencé à se fermer progressivement derrière un rideau de béton que les familles de Tignes regardaient grandir depuis leur village, visible depuis la route, inévitable, patient, indifférent. En 1950, il était clair que le barrage serait terminé avant 1953. En 1951, les premières familles ont commencé à quitter le village, relogées dans la nouvelle commune de Tignes, construite à 2000 mètres d'altitude sur le plateau du Lavachet. Un plateau balayé par les vents d'altitude, sans arbres, sans abri naturel, entièrement conçu pour une économie de ski qui n'existait pas encore vraiment. Elles ont emmené ce qu'elles pouvaient. Les meubles en noyer transmis depuis le XVIIIe siècle, les coffres de mariage, les outils de la forge, les registres paroissiaux depuis 1612, le tabernacle de l'église. Ce qu'elles n'ont pas pu emmener, elles l'ont laissé. Le 16 mai 1952, les derniers habitants de Tignes l'Ancien ont quitté le village. Une centaine de personnes qui avaient refusé de partir avant, qui avaient espéré jusqu'au bout un dernier recours, une décision gouvernementale différente, un miracle technique. Il n'y a pas eu de miracle. Le maire Firmin Vallet a quitté la mairie à 14 h. Il a verrouillé la porte. Il a gardé la clé. Selon les témoignages de ceux qui étaient là, il n'a pas dit un mot. Il a regardé la place centrale du village une dernière fois, a regardé le clocher de l'église, a regardé la fontaine qui coulait encore, et il s'est mis en route vers le haut de la vallée. Certaines familles ont brûlé leur maison avant de partir. Pas par destruction délibérée, par refus que l'eau ait le dernier mot. Si la maison devait disparaître, c'était leur décision, pas celle du barrage. L'eau a commencé à monter le 20 mai 1952, 4 jours après le départ des derniers habitants. Elle a monté lentement, quelques centimètres par jour d'abord, puis plus vite à mesure que les vannes se fermaient et que le réservoir se constituait. Elle a atteint le pied des façades en juin, les fenêtres du rez-de-chaussée en juillet, les toits en août. Le clocher de l'église a été le dernier à disparaître, en octobre 1952. Un photographe de presse a documenté la submersion semaine après semaine. Les photos montrent les maisons à demi immergées, les volets encore fermés, les encadrements de portes sous l'eau, et enfin le clocher seul qui dépasse, puis disparaît à son tour. Pas d'incendie officiel, pas d'explosion, pas de fuite précipitée. Juste la montée silencieuse de l'eau, méthodique, irréversible, sur un village qui avait existé pendant 700 ans. Firmin Vallet a dit, selon plusieurs témoins, avant de quitter la mairie pour la dernière fois, « Vous pouvez noyer nos maisons, vous ne noierez pas notre mémoire. » La citation exacte varie selon les versions. La colère, elle, ne varie pas. Le barrage de Chevril a été inauguré officiellement en 1952. Il a une hauteur de 165 mètres, un volume de béton de 800 000 m3 et une capacité de production électrique de 1,9 TWh annuel, de quoi alimenter environ 600 000 foyers. Il alimente en électricité une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 70 ans. La nouvelle Tignes, construite sur le plateau du Lavachet à 2100 mètres d'altitude, est devenue l'une des plus grandes stations de ski de France dans les années 1970. Elle accueille aujourd'hui 500 000 skieurs par an. Les familles de l'ancienne Tignes, celles qui ne sont pas parties plus loin, dans les villes de la vallée, ont vu leur terrain reconverti en piste de ski, leurs anciennes propriétés transformées en foncier touristique. Certains descendants sont devenus patrons d'hôtels. D'autres gardaient les mêmes noms de famille sur les boîtes aux lettres du nouveau village. En 1985, la sécheresse exceptionnelle de cet été-là a fait baisser le niveau du lac de Chevril suffisamment pour que les premières ruines réapparaissent. Les familles des anciens habitants, enfants et petits-enfants de ceux qui avaient quitté le village en 1952, sont venus sur les berges. Certains ont reconnu des murs, certains ont reconnu leur maison. La même chose s'est produite en 2022 et 2023, lors des sécheresses records de ces années, les premières importantes depuis 1985.
Les photos prises depuis les rives du lac ont circulé dans toute la France. On voyait les fondations des maisons, les tracés des rues et le socle du clocher de l'église, encore reconnaissable, encore en granit, encore à sa place. Les ruines de Tignes l'Ancien sont encore sous le lac, encore en granit, encore à leurs emplacements d'origine, encore reconnaissables par les familles qui connaissent le plan du village. Quand l'eau est claire et basse, des plongeurs ont documenté l'état des fondations. Les murs tiennent. La maçonnerie alpine résiste à l'immersion. Les clés de la mairie de Tignes l'Ancien sont encore dans les archives de la nouvelle commune de Tignes, un trousseau de fer forgé dans une enveloppe Kraft brune avec l'inscription « Mairie ancienne Tignes », remis par Monsieur Vallet, 16 mai 1952. Leur fonction originale, ouvrir les portes d'une mairie qui n'existe plus, sur une place qui est aujourd'hui sous 40 mètres d'eau. La plupart des skieurs qui descendent les pistes de Tignes ne savent pas qu'ils skient au-dessus d'un village. La plupart continuent. C'est tout. Ce qui s'est passé à Tignes l'Ancien en 1952 n'était pas exceptionnel. En France, en Espagne, en Italie, des dizaines de villages ont été noyés par des barrages au XXe siècle. Des économies rurales sacrifiées à des économies industrielles, des communautés déplacées sans consentement au nom de l'intérêt national. Ce qui était exceptionnel à Tignes, c'est que les habitants savaient. Ils ont vu venir l'eau pendant 6 ans. Et ils sont restés jusqu'au bout quand même, jusqu'au jour où il n'était plus possible de rester. Si tu connais l'histoire d'un autre village noyé, en France ou ailleurs, laisse son nom en commentaire. On l'a peut-être déjà trouvé. On ne l'a peut-être pas encore trouvé.